Ce sont des anciens fileurs et qui ont fait des ravages, qui ont fait des massacres, qui ont fait des granulums, des migrations. Donc maintenant, quand on entend le mot filler, on appréhende, on a peur, on ne veut pas se faire injecter parce que dans notre tête, on aura dit que la complication qui nous hante, c'est les granulums, alors que ce sont des complications, des anciens fillers permanents. Aujourd'hui, je reçois le docteur Houda Mikou, médecin généraliste spécialisé en esthétique, qui va tout nous expliquer sur les fillers, l'acide hyaluronique, le botox, et qui va même nous dire comment est-ce qu'on peut faire la différence entre des produits de bonne qualité et des produits achetés sur internet qui peuvent être dangereux pour votre santé. Un patient qui vient chez nous, c'est un patient qui n'est pas malade. Moi, ce que j'appréhende le plus, c'est de tomber dans l'excès. Donc il faut rester minimaliste, il faut rester dans le naturel, il faut rester dans le soin. Une fille de 15 ans qui arrive chez vous, est-ce que vous, potentiellement, vous la prendrez? Bonjour docteur, Bonjour, docteur Camille. merci beaucoup d'être là. Merci à toi de m'avoir invité. Alors aujourd'hui, je pense qu'on va parler d'un sujet qui touche tout le monde. Tout le monde veut savoir ce que c'est la médecine esthétique et particulièrement les fillers. Le mot filler, déjà, c'est un mot qu'on entend à tort et à travers. Exactement. Le botox, l'acide hyaluronique, il y a plein de choses. J'aimerais savoir déjà, médicalement, c'est quoi un filler? Un filler, donc ça vient du mot to fill. To fill en anglais, c'est remplir. Ça vient du comblement. Donc il y a plusieurs matériaux qu'on peut mettre pour combler, que ça soit de l'acide hyaluronique, celui qui existe le plus maintenant sur le marché, le plus safe, celui qui s'intègre le plus avec les tissus. En même temps, c'est celui qu'on peut enlever grâce à l'hyaluronidase, qui est une enzyme qui le détruit et qui part après 48 heures. Il y a d'autres fillers, c'est d'autres substances qu'on n'utilise plus, heureusement, parce que ce sont des fillers qui sont permanents, comme le polyméthacrylate ou le silicone liquide. Ce sont des anciens fillers et qui ont fait des ravages, qui ont fait des massacres, qui ont fait des granulums, des migrations. Donc maintenant, quand on entend le mot filler, on appréhende, on a peur, on ne veut pas se faire injecter parce que dans notre tête, on aura dit que la complication qui nous hante, c'est les granulums, alors que ce sont des complications des anciens fillers permanents qui sont le polyméthacrylate ou le silicone. Donc maintenant, on est sur une nouvelle ère de fillers qui sont composés essentiellement d'acide hyaluronique. Donc on est dans la sécurité, on est sur de très très belles technologies qui s'intègrent de plus en plus dans les tissus. C'est des fillers qu'on ne sent plus et c'est toute la beauté de la nouvelle médecine esthétique. Et ces fillers-là, est-ce qu'on peut en mettre partout? Ben, on peut en mettre partout. On peut en mettre au niveau du visage, au niveau du cou, au niveau des mains, même au niveau du corps. Maintenant, on est sur des body fillers. C'est des fillers qu'on peut mettre même au niveau des épaules pour avoir les épaules et les biceps un peu plus tracés, qu'on peut mettre au niveau des fesses pour avoir des fesses plus galbées, au niveau des hanches pour avoir de plus jolies courbures, qu'on peut même mettre au niveau des mollets et des mains pour améliorer le volume et la peau des mains. Donc en gros, les fillers aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut mettre partout. Déjà, qui peut s'enlever grâce à... Facilement, oui. Ça peut s'enlever facilement. Ouais. Et c'est très différent du botox dans C'est le, très différent dans du le fonctionnement. botox. Le botox, c'est la toxine botuliниque. C'est une toxine qu'on injecte au niveau musculaire pour paralyser le muscle. Comme ça, il ne pourra plus se contracter. Donc, on le met essentiellement on peut l'utiliser en médecine esthétique comme on peut l'utiliser en neurologie. Donc, en médecine esthétique, on le met essentiellement au niveau du front pour limiter l'action du muscle frontalis, de la glabelle, des patois. Comme ça, on aura moins de cassures ou de rides au niveau de cette zone. Comme on peut le mettre au niveau des masséters chez les gens. Ici, on sera sur un traitement thérapeutique. Donc, on sera sur un traitement du bruxisme chez les gens qui grincent des dents le soir. Donc, ils auront des dents qui vont devenir de plus en plus fragiles. Donc, il faut absolument traiter. Donc, on met des points au niveau des masséters pour bloquer cette action-là. Et la personne n'aura plus des maux au niveau de l'ATM ou de l'articulation temporomandibulaire. On peut le mettre au niveau un petit peu ici temporal pour limiter les douleurs des migraines, comme
comme on peut le mettre, au niveau un petit peu, des, Sillon nasogénien. pas des sillons nasogéniens, mais je serais plus sur un muscle élévateur des lèvres. Donc, pour, enlever le sourire gingival, on peut le mettre au niveau du cou pour les cordes platysmales, on peut le mettre au niveau des glandes, surtout chez les gens qui ont des hypertrophies des parotides. Donc ça diminue un petit peu. On peut le mettre au niveau des glandes sébacées, au niveau des aisselles, des mains et des pieds pour enlever l'hypersudation. Donc le botox a un champ d'action qui est très, très vaste. On peut le mettre, même au niveau du périnée chez les femmes qui ont du vaginisme. Donc le botox, ce n'est pas tabou. Le botox est une substance qui nous fait du bien, soit en esthétique, soit, au niveau des muscles, pour traiter les spasmes musculaires, pour traiter des pathologies neurologiques. Donc le botox n'est pas mauvais. Parce que les gens l'appréhendent aussi, mais non, c'est une toxine, qu'on a inventée par hasard, mais heureusement qui existe et qui ne fait que du bien. Et donc, le botox et les fillers, c'est quoi leur durée d'action? Parce que c'est quelque chose, bon, on vient chez vous, on fait le traitement, le rendu, j'imagine, est super, mais au Ouais. bout de combien de temps ça part? Au fait, pour le botox, du moment qu'on bloque une action d'un muscle, tout dépend du muscle. Si on est sur des muscles qui sont gros, on sera sur une rémanence qui est moindre. Si on est sur une action esthétique, ça dépend d'une action thérapeutique chez le neurologue. Donc maintenant, on va juste attaquer Le volet l'aspect esthétique. esthétique, quoi. Donc, pour un botox du front, glabelle, pas de doigts, donc c'est entre 4 à 6 mois la rémanence. Donc il faudra le refaire. Pour un botox de non, Non, l'hypersudation. c'est l'hypersudation, donc on sera sur une rémanence de 9 à 12 mois. Et Voilà. pour les fillers? Pour les fillers, tout dépend de la zone. Si on place un filler, un comblement au niveau d'une zone qui est mobile, comme les sillons nasogéniens ou les lèvres, donc c'est des zones qui se contractent énormément. On n'arrête pas de parler de sourire, etc. Donc il y a toujours le muscle qui est en mouvement. Donc la rémanence est moindre. Donc le filler se détruit beaucoup plus rapidement. Donc au niveau des lèvres on a entre 6 à 12 mois, mais il faut pas oublier qu'on est sur un effet cumulatif. Plus on en met, plus ça dure. Donc la première fois, ça dure entre 4 et 6 à 8 mois. La deuxième injection, on est sur du 8 12 mois. La troisième injection, ça peut durer 2 3 ans. Au niveau des sillons, donc en général, on est sur 12 mois. Au niveau des zones un peu plus profondes ou qui se contractent le moins, comme le cerne et les tempes, on est sur du 18 mois, voire plus facilement. Et d'abord, par exemple, si je vais dans 2 cabinets différents, ou voire même il y a des personnes qui ne sont même pas dans des cabinets qui font ce genre de médecine esthétique, Ouais. est-ce que 2 fillers se valent? Est-ce que c'est la même chose? Ben, il faut dire qu'aujourd'hui au Maroc, alhamdoulilah, les fillers qu'on a sur le marché, c'est des fillers qui sont certifiés, qui ont des certifications européennes et on a la DNP qui est très, très sélective, donc elle fait passer des médicaments ou plutôt ce qu'on appelle des dispositifs médicaux de très, très bonne qualité. Donc, on ne donne pas l'autorisation à n'importe quel produit ou juste comme ça. Donc ça suit une réglementation qui est, alhamdoulilah, très, très, réglo. Par contre, chez d'autres injecteurs, clandestins qu'on méconnaît, qui ne sont pas médecins, donc ils peuvent pas se procurer ces dispositifs-là ou ces fillers. Donc, ils les font ramener d'une manière clandestine et Et on n'a pas le même résultat. on n'a pas le même résultat. Ce n'est pas la même molécule, ce n'est pas la même technologie, ce n'est pas la même pureté. Donc, on a peur, pour ces femmes qui se font injecter n'importe où Et j'ai juste une question déjà avant de parler de tout ça. Est-ce qu'il faut être médecin pour injecter? il faut être médecin pour manipuler une seringue. Non, parce qu'il y a des pays dans le monde où enfin, des esthéticiennes peuvent aussi faire des fillers, non? Je ne pense pas, mais peut-être que c'est, ce qu'on appelle des nurses Ok. et ces nurses-là, elles ont suivi un cursus médical, pas pour être médecin, mais pour être nurse. Donc elles ont des stages, très, très pointus, donc ils sont dans des structures qui font ça, donc elles sont vraiment bien formées pour ça.
Alors qu'ici, ça c'est des, esthéticiennes qui ont fait, 6 mois de formation coiffure, esthétique, épilation, massage et qui prennent des seringues et qui injectent n'importe où. Elles n'ont aucune idée sur, l'anatomie de la face, sur la vascularisation, sur les loges graisseuses, sur les glandes, donc elles méconnaissent tout ça. En parlant de la vascularisation, juste, excuse-moi de te couper, Ouais, c'est l'une des complications les plus graves, les plus potentiellement, graves. l'occlusion vasculaire. L'éclusion vasculaire, c'est ce qu'on appréhende le plus. On fait très, très attention, donc on est sur des zones qui sont très, très safe. On est sur soit des canules, soit des aiguilles, mais on est sur des plans où le vaisseau ne passe pas pour éviter les complications. Mais quand on pique comme ça à l'aveugle, sans connaître l'anatomie, c'est notre GPS à nous. C'est Et clair. même l'anatomie, il y a des variations. Donc nous, on prend en considération les variations anatomiques, la morphologie de la personne, les loges graisseuses. Donc on ne vient pas et on pique au pif. Donc il y a toute une science derrière, donc il y a tout un savoir derrière pour assurer la safety en premier lieu, pour éviter les occlusions vasculaires, pour donner un résultat très très safe pour un patient. Parce qu'un patient qui vient chez nous, c'est un patient qui n'est pas malade. C'est un patient qui est en quête de beauté pour un bien-être, plus ou moins. Donc, On en reparlera tout à l'heure parce que ouais. la frontière entre beauté et Et dysmorphophobie, dysmorphophobie, elle est relativement fine. très très fine. Mais et c'est quoi l'une des patientes, j'imagine qu'il y a plus de femmes que d'hommes, mais patientes ou patients euh, qui est arrivée chez toi et tu as vu le travail qui avait été fait sur cette personne et elle a été malheureusement défigurée, ou en tout cas c'était relativement dur pour elle. C'est quoi la pire histoire que tu as vue? Ben, elle ne date pas, bon, elle date d'il y a 4 ou 5 jours, donc c'est une patiente que j'ai reçue, je pense, le vendredi dernier. C'est une femme d'un certain âge, une femme chic, instruite, élégante, et qui s'est faite injecter il y a une vingtaine d'années en France. Donc on lui a mis du silicone, malheureusement. Et son visage s'est transformé en plusieurs nodules. Donc elle a dû se faire opérer à plusieurs reprises pour les enlever. Donc elle m'a raconté son histoire, c'était un peu émouvant, ça m'a vraiment attristée parce qu'elle s'est retrouvée avec des petites cicatrices, oui, toutes fines, mais c'est des cicatrices de chirurgie pour enlever des granulomes. Donc Et c'était fréquent à l'époque, les granulomes? c'était fréquent à l'époque. Et maintenant, en fait, avec les nouvelles technologies, ça n'existe plus. Alhamdoulilah, avec l'acide hyaluronique, même si on a des complications qui sont extrêmement rares, on peut les enlever, on peut dissoudre l'acide hyaluronique, on peut injecter un petit peu de corticoïdes et ça part, mais avec des granulomes sur un silicone ou du polyméthacrylate, donc ça ne part pas, il faut les enlever chirurgicalement. Et donc, ce genre de patients aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez les accompagner? Ben, on est là pour, soit on les adresse chez les chirurgiens pour enlever ça et par la suite, on les prend en charge. Donc, on peut leur injecter des vitamines, faire des machines, donc, pour, ce qu'on appelle le rajeunissement cutané. Et d'abord, moi, je suis jeune, j'aimerais peut-être faire ce genre de traitement. Ouais. Comment est-ce que je peux choisir, comment est-ce que je sais que je vais pas tomber chez quelqu'un qui utilise des mauvais produits? Comment est-ce que je choisis la bonne personne? Ben, la première Oh, chose mais sans te choisir toi, parce que clairement, moi, j'irai chez toi, mais comment je choisis? ben, la première des choses, il faut que la personne chez qui tu pars soit un médecin qui est formé, qui a des diplômes en médecine esthétique, donc avec un background. C'est-à-dire qu'en même temps, il faut, se documenter parce qu'avant d'injecter une personne, on fait un interrogatoire, on parle à la personne, on fait, ce qu'on appelle, une analyse du visage, c'est ce qu'on appelle assessment avant de piquer la personne et en même temps, on lui propose les, produits, l'acide hyaluronique qui va lui convenir. On a plusieurs marques sur le marché marocain. On a des marques qu'on dit entre guillemets «Rolls-Royce», donc c'est des marques de luxe et alhamdoulilah, la majorité des médecins marocains travaillent avec des marques de luxe. Donc au moins on assure une traçabilité. Ça veut dire que quand la personne vient chez moi, je vais l'injecter, ensuite je vais lui remettre sa petite étiquette avec la référence du produit. Au moins, on est dans la clarté. Et en même temps, si
la patiente a une préférence pour un produit parce qu'elle l'a déjà utilisé, parce que on lui a parlé d'un certain produit et dans sa tête, c'est le meilleur et elle a fait toute sa documentation et elle veut ce produit-là, bien sûr. S'il est certifié, s'il est de très bonne qualité, on va l'injecter. Et est-ce qu'il y a déjà un cas dans votre cabinet où la personne est arrivée, vous avez fait l'assessment, vous l'avez injecté, et à un moment vous avez eu peur de la réaction parce que bah, quelque chose qui est au-delà de ce que vous pouvez faire, c'est manifesté, genre comme s'il y avait eu un aléa thérapeutique par exemple. Une allergie? Par exemple, ou quelque chose que Alhamdoulilah, je n'ai vous ne jamais eu contrôlez pas, d'allergie, mais avec l'acide hyaluronique, que ça soit en skin booster ou en filler, parce que les cas d'allergie est, c'est très rare. c'est très, très rare. Non, moi, ce que j'appréhende le plus, c'est de tomber dans l'excès. Donc il faut rester minimaliste, il faut rester dans le naturel, il faut rester dans le soi, c'est-à-dire dans l'authenticité. J'ai pas envie qu'on ait des copies conformes ou qu'on ait les mêmes traits ou qu'on soit toutes, moulées dans le même moule, ce n'est pas humain. Il faut garder notre authenticité, la beauté de chaque personne. On est là pour, embellir. C'est ce qu'on appelle la beautification. On n'est pas là pour faire des copies conformes. Et donc, tout à l'heure on parlait de dysmorphophobie rapidement. Déjà, est-ce que vous pouvez expliquer le terme? Et ensuite, comment est-ce que vous faites la part des choses pour ne pas tomber dans ce phénomène-là? Ben, déjà avec d'expérience, ça fait 8 ans que j'ai ouvert mon cabinet. Au moins, quand la patiente arrive, quand on discute un petit peu, quand je fais l'interrogatoire, je je me dis: «Cette patiente, c'est une patiente à problème». Dans le sens où cette patiente, elle veut de l'excès, elle a du mal à s'accepter, elle a un mal-être avec le miroir. Donc je lui donne son petit moment de réflexion. Je la revois peut-être après une semaine ou 2, peut-être que je la revois pas, peut-être que je dis à mon assistante: «S'il te plaît, tu lui dis d'aller voir un autre médecin parce que c'est une patiente qui sera jamais satisfaite». Elle lâche parce qu'elle a un petit souci avec elle-même. Soit un souci lié à son jeune âge, à son enfance, peut-être qu'on lui a dit qu'elle n'était pas jolie alors qu'elle l'était, donc déjà il y a une composante psychologique qui est présente. Donc maintenant avec un peu plus d'expérience, on arrive à détecter ou là, à déceler ce genre de personnes et c'est pas humain d'injecter une personne qui est dans un mal-être. Il faudra l'adresser chez des gens qui vont l'aider. Ensuite, on pourra l'aider avec d'autres injections, mais il faut qu'elle soit vraiment en paix avec elle-même. Et est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller genre trop loin quand vous leur parlez, vous leur proposez ce que vous pouvez faire Mmh et mh. ce que vous pensez être bien, parce que Mmh. clairement c'est ce que vous dites, et qui veulent quand même plus? Oui, il y a des personnes chez qui, on met un petit peu d'acide hyaluronique, elles sont contentes, elles veulent un peu plus. Mais on n'est pas là pour, figer les visages ou pour les transformer, on est là pour les embellir. Donc la limite entre beauté et pas joli, c'est des petites gouttes de plus. On peut ajouter un peu plus au niveau des pommettes, on aura des pommettes très, très saillantes et comme les patientes nous disent, des, pommettes de Bogdanov et on ne veut pas tomber dans l'excès. Donc mon rôle, c'est de leur expliquer qu'il faut être dans le naturel. Donc ça fait 8 ans que je prône le naturel, c'est pas aujourd'hui que je vais changer. Je leur dis: «Même mon visage est injecté, mais personne ne me dit: "Houda, tu as plus ici, ton visage est trop rempli, tu ressembles à une autre personne"». C'est moi en un peu plus jeune, en un peu plus jolie, mais sans plus, sans excès. Je peux me permettre, tous les fillers du monde et j'ai une bouche qui est normale, qui est anatomiquement correcte. Vous voyez? Donc il faut accepter de rester humain. Et Parce chez les jeunes qui ont ces inspirations ah oui, d'Instagram, des réseaux d'Instagram, sociaux, les TikTok, trends, ouais. TikTok, ben, il faudra juste les guider, leur montrer qu'on peut pas être tous pareils et qu'on est là pour une beautification, pas pour avoir des lèvres russes alors qu'on est marocaine ou pour avoir, des, des sourcils extrêmement bien tracés, foncés, des cils qui arrivent jusqu'aux sourcils pour être jolis, alors qu'il faut être dans l'équilibre.
Et est-ce que ça vous arrive souvent de, par exemple, refuser ou bien de recadrer les patients ou les patientes? Ben, c'est mon travail de tous les jours. Soit je refuse, soit je recadre, soit je conseille. Donc il faudra rester dans le naturellement joli. Et en parlant de conseils, parce que vous, Ouais. vous avez dit que vous vous êtes fait vous-même des injections, etc. Ouais. On y reviendra, comme ça vous nous direz en détail tout ce que vous avez fait. Ah OK. Mais c'est quoi, maintenant, vous êtes une spécialiste de la beautification. Moi, j'ai envie de rester jeune, d'être relativement, enfin, de ressembler à ce à quoi je ressemble, on va dire. C'est quoi vos conseils pour garder une belle peau, c'est quoi vos habitudes pour, on va dire, rester jeune le plus longtemps C'est ce possible? qu'on appelle l'anti-âge Ouais, ou l'anti-aging. L'anti-aging, c'est toute une science. L'anti-aging, ça vient de l'intérieur et ça reflète vers l'extérieur. Donc c'est un mode de vie. Ce n'est pas une injection, ce n'est pas une prise d'un green juice, ce n'est pas une petite séance de sport, mais plutôt une approche qui est holistique. Donc il faut commencer par l'intérieur, c'est-à-dire purifier le corps. Il faut bien dormir, il faut pas avoir, d'addiction au tabac, à l'alcool, à d'autres substances. Il faut boire beaucoup d'eau, il faut faire une activité sportive, il faut prendre des compléments alimentaires. Quand je dis compléments, ça veut dire qu'on va compléter une alimentation normale et quasi complète. Pas une prise, itérative de n'importe quoi, des trends, de ce qu'on voit un petit peu sur les réseaux sociaux. Ah, on m'a parlé du NMM, on m'a parlé, ouais, du du NAD+, glutathion, du NAD+, ou d'autres, alors qu'on n'en a pas besoin. Par la suite, il faut améliorer la qualité de sommeil. Maintenant, on a des petits engins qu'on met un petit peu sur le poignet. On a le petit tracé du sommeil, l'activité physique et d'autres paramètres qui peuvent nous aider. Et en même temps, on pourra parler de la beautification extérieur. extérieure. Et en même temps, il faut la beautification intérieure, il faut des séances de méditation, il faut être bien avec soi-même, Et c'est quoi etc. la routine de Huda, c'est quoi? Ah, la routine. Donc moi, je dors mes 8 heures de sommeil, je ne prends pas de substances alcoolisées, je ne fume pas. Donc j'ai une alimentation très saine, je mange 3 fois par jour. Donc je privilégie les protéines parce que c'est ce qu'on dit les builders. Et en même temps, je limite un petit peu mes apports de sucre. Quoique j'adore le sucre, mais j'en Moi prends aussi. une fois par une fois par semaine, pas tous les jours, donc on est sur ça et j'adopte, une vie très saine et bien sûr, tout ce qui est cosméto, donc je me nettoie le visage comme tout le monde, donc je mets les Pas cosmétiques. du tout comme tout le monde, hein. Il y a beaucoup de gens qui se nettoient pas le visage. C'est quoi la routine skincare? Bon, ma routine skincare est très, très basique. À chaque fois, on me demande qu'est-ce que je mets. Moi, ma routine skincare est très basique. Donc, je ne suis pas sur le phénomène coréen, le multilayering, les masques, Sluggy, les je sais pas salves. quoi. Non, je suis pas du tout dans ça. Donc, moi, je cherche la formule qui va aller à ma peau selon mon âge. Donc, à 36 ans, donc il me faut du rétinol, il me faut des antioxydants, il me faut un bon cleanser. Donc, mon cleanser, matin et soir, comme tout le monde. Donc le soir, je mets mon rétinol, du trétinoïne qui est très très basique, dose Combien? 0,025? 0,05. J'ai augmenté les doses. J'étais à Ok. 0,025, maintenant je suis à 0,05. Donc une toute petite lentille sur tout le visage. Donc je le mets le soir. Je mets un sérum parce que j'ai la peau un petit peu grasse, comme ça ne me fait pas de réaction, de breakout ou d'acné. De BHA ou un sérum de quoi? Un sérum, j'ai pas envie de Non, citer la sans marque. marque, sans Un marque. sans marque, donc un sérum anti-âge. Ok. Et le matin, donc je fais mon cleanser et puis je mets ma vitamine C stabilisée et une crème très, très, très légère pour ne pas avoir un visage oily durant la Et journée. une crème solaire. Et mon SPF, Classique. classique, du classique. Et donc, et par rapport aux injections que vous êtes faites, Mmh. qu'est-ce que vous avez fait? Ah! Ah. Bon, je fais mon botox 2 fois par an, donc ça fait, 10 ans que j'en mets. Et attends, il y a aussi une trend, c'est le baby botox. Ah oui, le baby botox. Le baby botox, c'est un botox qui va pas durer aussi longtemps qu'un botox normal. Donc la durée, c'est entre 2 à 3 mois Et ça sert maximum. à quoi?
Pour les gens pour les femmes qui veulent s'initier au botox, elles connaissent pas le rendu, donc elles appréhendent et il il leur faut un petit peu de courage. Si jamais ça rate, au moins on est dans les 2 mois, donc c'est juste pour les initiés. Moi, je suis contre le baby botox. Moi, je préfère un botox qui est bien fait, qui va bien durer dans le temps. Comme ça, on va limiter la répétition parce que quand on est sur un baby botox, il faut le faire 4 fois par an. Alors quand on est sur un botox normal, complet, avec les doses adéquates, c'est 2 fois par an. Comme ça, on va éviter les résistances. Parce que c'est une toxine, on peut, on peut développer des anticorps et on peut avoir des résistances. Aujourd'hui, j'ai reçu une femme qui fait une résistance au botox. Et donc, ça veut dire que peu importe ce que vous injectez, Ça ne marche ça pas, marche pas. ça ne fiche pas, elle garde ses expressions et c'est dommage pour elle. Et on peut faire quoi dans ce cas-là? Ben, en général, il faut attendre une année. Et c'est ce temps d'attente qui est un peu lourd pour ces patientes-là. Parce que pour elles, le botox, c'est la bonne mine, c'est le regard qui est ouvert, c'est le glow au niveau du front. Donc, Mais donc, à 26 ans, vous avez fait du botox normal. mon premier botox, c'était à l'âge de Mais à 26 ans. 26 ans, vous n'avez pas de rides, j'imagine. Non, le botox, c'est fait pour la prévention. Quand on a des muscles qui se contractent énormément, qui commencent un petit peu à me faire les rides, la ride du lion, les rides des pas de doigts, les rides horizontales du front, dès que ça commence à marquer, il faudra commencer à faire du botox. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce que les rides soient installées. Sinon, quand on a ces cassures-là, le botox va juste figer le muscle, mais les cassures vont persister. Dit que ça, il faudra qu'on passe à d'autres injections pour combler un petit peu les petites marques ou les petites rides. C'est hyper intéressant parce que ça, c'est un truc vraiment que je savais pas. En gros, vous faites du botox pour prévenir l'apparition de rides. Exactement, Parce que pour moi, l'apparition du c'était en mode, bon, on a des rides, on fait le botox. non. On a un muscle qui travaille beaucoup, donc il a une action de marteau qui est là, qui me casse la peau. Et moi, je suis là pour le figer. Comme ça, je préviens l'apparition de la ride. Donc, on le fait en général chez les personnes chez qui on a des petites rides qui commencent à s'installer. Donc, on est dans la prévention. Moi, je reçois des femmes de 40 ans qui ne font pas bouger leurs muscles, qui ne contractent pas leurs muscles. Je refuse de leur faire ça parce qu'elles n'ont pas de Il n'y a pas de raison, d'indication. quoi. Ouais. Par contre, j'ai des jeunes de 25 ans qui ont des rides déjà installées, qui ont un visage extrêmement expressif et qui commencent un petit peu à marquer du front. Donc, je suis obligée de mettre du botox, sinon à l'âge de 30-35 ans, elles auront des fronts vraiment très, très marqués. Mais ça Il y doit a être très stressant la première fois à 25 ans, surtout que c'est relativement jeune. Bon, moi, quand je l'ai fait à 26 ans, c'était lors d'un séminaire de médecine esthétique, donc lors d'une formation. Donc, j'étais impatiente de me le faire et de voir le résultat. Donc, Et c'est vous-même qui vous l'êtes fait ou bien c'est non, la quelqu'un? première fois, c'était quelqu'un Et d'autre. maintenant? Non, depuis le temps, c'est moi-même qui me le fais. Sérieux? Ouais. Sans appréhension, avec un Non, miroir? avec un miroir, une seringue, Ouais. la toxine, une petite aiguille qui fait pas mal. Parfois un petit peu d'émla parce que je suis un petit peu chauchate. Et puis, Et par rapport au filler? le filler, je me le fais aussi moi-même. OK. Et c'est pas difficile de se piquer soi-même parce que moi, en tout cas, bon, piquer quelqu'un, j'ai l'habitude, Oh, mais ouais. piquer, enfin, pas pour l'esthétique, Je mais de sais, pour manière autre chose. générale. Mais par contre, me le faire moi-même, je sais pas. Bah, la vérité, peut-être je suis courageuse. C'est clair. Je me fais confiance. Je sais que j'ai pas envie de changer, juste pour améliorer un petit peu. Donc, ça fait 3 ans, j'ai fait un petit peu de filler. Depuis, j'en ai pas fait. Je suppose que tout est bon pour l'instant. Et par rapport à toute cette médecine esthétique sur Instagram, Mhm. il y a des influenceurs et des influenceuses qui poussent beaucoup certains produits, certaines pratiques. Est-ce que c'est pas éthique alors, de faire autant de promotions sur des choses qui potentiellement ont un impact grave sur le psychique des gens et potentiellement sur leur santé si c'est mal fait? Genre, vous en pensez quoi de... Des influenceurs, bon, les influenceurs, ils sont payés. Du moment qu'ils font ça, c'est leur métier. Donc, soit ils sont payés par des laboratoires, soit par d'autres personnes. Donc, déjà, ils influencent autre chose dont je ne suis pas d'accord. Ils influencent un petit peu pour la médecine esthétique, du moment que c'est joli, bien fait, quand on est dans la prévention, des skin boosters, améliorer la qualité de la peau, pousser les gens à prendre, plutôt les femmes, à prendre soin d'elles.
Ça, c'est important. Aller dans l'excès, c'est pas bon. Sauf, quand ils ont de l'acné, donc on peut être un petit peu sur des lasers ou sur des cicatrices, donc Mais en parlant des lasers, ça marche comment? Parce que bon, là, il y a hyper la mode sur, par exemple, les masques à LED, les lasers, et les cetera. masques à LED, c'est des LED, c'est de la lumière LED, c'est des diodes. Donc ce n'est pas des lasers. Le laser, c'est un faisceau qui est unidirectionnel, qui a monochromatique, qui a une certaine longueur d'onde. Donc ce n'est pas les LED. Les LED, c'est des diodes. Donc c'est des lumières avec des longueurs d'onde aussi, donc qui vont donner une action selon la couleur. Le rouge, c'est l'anti-inflammatoire, donc on peut avoir le bleu qui est antibactérien pour l'acné, on peut avoir le jaune, on peut avoir de la lumière infrarouge qui est un peu plus profonde que la rouge. Donc, mais les LED qu'on retrouve sur les marchés, ce n'est pas des LED euh, qui sont bonnes, de bonne qualité, parce que les LED qu'on a au cabinet, c'est des LED qui coûtent 200 000 dirhams, donc c'est des LED à des fluences, à des énergies beaucoup plus importantes. À peine on a de bons résultats avec. Alors quand on met un masque à 3 000 dirhams, 7 000 dirhams maximum, ce Ça n'est marche pas. pas la même énergie, ce n'est pas le même effet. Mais il y a un aspect de mode, mettre sa LED, mettre sur un power plate, faire son yoga avec, c'est une trend. Et par rapport au laser, comment ça marche? Bon, le laser, on a plusieurs longueurs d'onde. Soit on est sur des lasers de rajeunissement, comme le laser CO2, le laser erbium YAG, le laser erbium glace. Donc, on est sur la réjuvénation cutanée, un resurfacing. On peut être sur d'autres longueurs d'onde comme le Nd:YAG pour stimuler le collagène de la peau sur un mode qui est FRAC ou sur un mode qui est piano. Donc, c'est pour régénérer le collagène de la peau, améliorer la texture et le tightening. Et ça se met sur tout le visage. Ça se met sur tout le visage. Ça, c'est le rajeunissement, c'est l'anti-âge sans passer aux injections. Donc, c'est-à-dire que sans injection, on peut avoir une peau qui est raffermie. Et ça, par contre, il y a des études scientifiques dessus, j'imagine. Ben oui, il y a de la recherche, il y a toute une technologie derrière qui va nous permettre de stimuler les fibroblastes pour avoir beaucoup plus de collagène. Le collagène, c'est des petites fibres de la peau. Donc, à partir de l'âge de 24 ans, on perd 2 à 4% par an et on a une perte massive à la ménopause. Donc, quand on a moins de collagène, ça veut dire que nos tissus, le maillage est défait, donc la peau elle est beaucoup plus flasque et ça commence un petit peu à tomber. Et tout à l'heure, on parlait de choisir le bon médecin Mhm. ou la bonne personne, mais bon, le bon médecin, on va dire, parce qu'il faut que la personne soit médecin pour faire ce genre Eh de oui. traitement. Ça serait quoi, pour vous, 3 questions qu'une femme, ou qu'un homme, mais surtout une femme, devrait poser à son médecin avant de faire ce genre de traitement? Pour savoir si elle est chez la bonne personne qui lui convient. Ben, déjà, quand on part chez un médecin, c'est pour une consultation. Et la consultation, elle va dans les deux sens. Si un lien de confiance est établi, le tour est joué. Il faut que le patient se sente en sécurité. C'est l'infrastructure, c'est les compétences, c'est le savoir-faire du médecin. Et il faut même que le médecin soit en confiance avec cette patiente. Parce qu'une patiente qui, euh, qui nous permet de toucher à son visage, donc c'est une grande responsabilité. Donc parfois on préfère d'aller mollo, d'aller gentiment pour que la personne soit en confiance. Parfois, il y a des personnes qui veulent un petit peu le changement, qui veulent faire un full face. Donc, on leur dit, on va commencer par un nombre de seringues, par la suite, on passera un peu plus. Donc, c'est un feeling. Et en même temps, maintenant, on a les réseaux sociaux qui montrent que chaque médecin fait plusieurs congrès par an, des formations pour acquérir les toutes dernières techniques d'injection, les toutes dernières innovations en médecine esthétique. Donc la médecine esthétique, on est dans un update qui est continu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que je vais vous dire cette substance-là est topissime, c'est la meilleure sur le marché. Il se peut que 24 heures après, on a des études qui démentent tout ça, qui montrent
que ce produit-là est pas super bon parce qu'on est sur de l'innovation et on est sur un update. Ça n'en finit jamais. Donc nous, en tant que médecin esthétique, on fait presque chaque 2 mois un congrès. Donc on est toujours à la page, donc on cherche toujours la sécurité, on cherche toujours la nouveauté, que ça soit en matière de produits, de techniques d'injection, de, d'une approche holistique anti-âge. Et ça, pour nous, ça compte. Et même les patientes avant qu'elles ne viennent, on a une réputation derrière, on a des réseaux sociaux qui montrent les formations qu'on fait. Et dès qu'elles viennent au cabinet, Les avant-après les aussi, avant-après, ça compte les énormément. Les témoignages. témoignages. Les avant-après, moi personnellement, j'affiche très peu d'avant-après par confidentialité. Mes patientes ne veulent pas. Mais c'est toujours du bouche à oreille. C'est des patientes qui... Moi, je publie très très peu sur les réseaux sociaux. Donc, c'est des patientes qui ont déjà vu le résultat. Elles ont trouvé ça très joli, très naturel. Donc, elles veulent un résultat pareil ou similaire. Et on est là pour répondre à leurs demandes. La première fois que vous avez piqué quelqu'un dans le visage, Ouais. comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que vous étiez stressé? C'était de l'émotion. C'était magique quand même. Ouais. C'était une piqûre de quoi? C'est une Un injection, filler? ouais, un filler au niveau des lèvres. Et le résultat est instantané. Il était magnifique. La C'est chance du débutant. celui qui est passé après. C'est une patiente que j'ai encore. C'est une amie. J'avais piqué depuis, bon, ça fait 9 ans que je la pique et elle est juste incroyablement belle. Parce qu'on a fait plus d'anti-aging que de gonflement. Donc maintenant, je pense qu'elle a 40 ans et elle fait la vingtaine. Elle C'est a une peau qui est incroyable. magnifique, elle n'est pas overfilled, elle n'a pas de pillow face, une peau qui est extrêmement tirée, des traits qui sont extrêmement beaux. Je peux vous dire que dans son visage, je pense que j'ai piqué durant 9 ans 5 seringues, pas plus. On était plus sur de la biosimulation, on était plus sur des machines, on a travaillé la qualité de peau et elle me l'a dit dernièrement, elle m'a dit que je ne fais que rajeunir. Et est-ce qu'il y a des moyens de mesurer cette qualité de peau? Est-ce qu'il y a un moyen objectif de savoir est-ce que la peau, on la prend, je sais pas, aujourd'hui, Mhm. en 2026, on fait tous ces traitements, et en 2027, on voit. Il y a un moyen qui ne coûte absolument pas cher, c'est les photos. C'est le premier moyen. Donc, les femmes ramènent leurs photos d'il y a 5 ou 10 ans et me disent maintenant, à 10 ans après, je me sens plus fraîche qu'il y a 10 ans. Ouais, de toute façon, c'est le principal, c'est le but. Voilà. Et il y a d'autres moyens, c'est les face scanners avec lesquels on peut mesurer l'hydratation de la peau, le taux de mélanine, le taux de collagène. Donc, on a des petits indicateurs qui nous permettent de- d'avoir tout ça. J'aimerais qu'on parle d'un sujet qui fâche chez beaucoup de gens, Ouais. c'est le prix. Oui. C'est quoi le prix d'un filler? Bon, j'imagine qu'il y a différents prix en fonction de la région. Mhm. Parlons par exemple des lèvres. Bon, c'est un basique, Mhm. on le voit H24 sur les réseaux sociaux. C'est quoi le prix d'un filler des lèvres? Un Genre, filler à la seringue? non, mais par exemple, moi, je viens chez vous, je vous dis, j'ai envie de... Bon, pas moi, mais j'ai envie de, j'ai envie de me faire Piquer des de la seringue. injections, Donc, c'est les ça. injections sont facturées à la seringue. Donc, c'est partout pareil, dans le monde entier. Donc, on se fait payer à l'acte, à la seringue. Donc, si vous Donc, faites une il demi-seringue... n'y a pas de Ah, ok. demi-seringue. Vous Ah, utilisez une seringue, mais en il gros, n'y vous a pas, pouvez y ne a pas pas de l'utiliser. demi-seringue. J'aimerais bien rebondir sur ça. Nisibra, Mekainesh, il n'y a pas de demi-seringue parce que les laboratoires, quand ils fabriquent une seringue, par exemple pour les lèvres, un ml, donc c'est un liquide qui est très doux, qui va mimer les lèvres. Comme ça, on ne va pas piquer un produit, par exemple pour le menton, c'est un produit qui est hard, qui est dur, pour ne pas avoir des lèvres de béton, là en béton. D'accord? Donc le filler des lèvres, donc ça sera un filler ou une texture qui est très douce, très soft pour mimer la douceur des lèvres. Donc un ml, à peine on a un petit reshaping, un rafraîchissement des lèvres. Donc une moitié de seringue, ça ne donne pas grand-chose. Et en même temps, ce n'est pas hygiénique. Moi, Ouais, parce que ça veut dire qu'ils ont utilisé l'autre moitié sur quelqu'un d'autre. quelqu'un d'autre.
Moi, je leur dis, zama, est-ce que vous pouvez vous permettre de vous frotter la peau avec un gant d'une autre personne? Ah oui, mais ça, c'est des injections, c'est pire encore. C'est clair, c'est Donc, pire. les seringues sont nominatives. Donc, une seringue, 1 ml pour un patient. Donc tous Vous les aurez patients ont la même quantité. 1 ml. Si on utilise 0,7, 0,6, voilà, c'est une seringue qui est nominative. Par exemple, moi, j'ai besoin de, par exemple, 0,7 au niveau de mes lèvres, il me reste du 0,3, soit on jette les 0,3, soit on peut les piquer sur des zones qui sont un petit peu mobiles, par exemple un petit peu au niveau des sillons, un petit peu au niveau des commissures ou les petites amertumes pour optimiser la seringue Mais toujours chez le même patient. chez le même patient. C'est la même seringue. Et c'est quoi le prix d'une seringue? De bonne qualité, parce que tout à l'heure, vous avez dit un truc hyper important. Il y a la Rolls-Royce et j'imagine qu'il y a Ben, il y a d'autres personnes qui travaillent, ou les charlatans, des injecteuses clandestines qui injectent au même prix que les médecins en utilisant des produits de bas de gamme. Et c'est quoi le prix des médecins, globalement? Les prix, on sera sur du 2 500 à 3 000 dirhams par seringue. Et donc, il y a des personnes qui injectent, par exemple, à moins de 1000 dirhams, mais vous, ça couvre même pas la charge du produit pour vous. Même pas. Sans même parler après de toute Ben la oui. formation, Maintenant, tout. c'est des produits, on ne sait pas leur provenance, les C'est clair. certifications, est-ce qu'il y a une certification derrière? Est-ce que c'est vraiment de l'acide hyaluronique? Est-ce que c'est des déchets d'industrie? Donc, on ne sait pas, on ne connaît même pas la composition. Quand vous voulez acheter une crème, vous partez à la parapharmacie, vous voulez acheter la meilleure crème, celle qui est certifiée, de la meilleure marque, et vous allez juste la mettre au niveau de votre épiderme et vous pouvez avoir une petite allergie. Alors qu'un injectable, donc on ignore l'origine, la formulation, les mesures de sécurité, on l'injecte, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner à l'intérieur de la peau. Et parfois, est-ce que vous avez des patients qui viennent chez vous, par exemple, elles ont été piquées ailleurs, elles ont été trop piquées, par exemple, leurs lèvres, elles trouvent qu'elles sont trop grosses. Est-ce qu'il y a moyen de corriger ça? Bien sûr, c'est sont piqués par de l'acide hyaluronique parce que maintenant c'est celui qui existe le plus. Le silicone, il a été abandonné vu les dégâts qu'il a fait. Donc on peut mettre de l'hyaluronidase. Donc c'est une enzyme qui va dissoudre l'acide hyaluronique. Donc ça va disparaître au bout de 48 heures, maximum 3 4 jours, et puis le tour est joué. Et elle aura ses lèvres avant les Et là, injections. elle aura ses lèvres avant les injections. Si elle veut refaire une toute petite injection pour hydrater, améliorer, elle pourra le faire après 1 semaine ou deux. Donc, ça ne dérange pas. Et est-ce que vous, quand il y a une patiente qui vient, vous avez dit que vous avez une approche holistique, donc vous Ouais. prenez tous les aspects de l'anti-aging pour aider cette patiente. L'alimentation, ça a quelle place dans cette approche holistique? Dans cette approche-là, l'alimentation, ben, nous sommes ce que nous mangeons. Si on mange beaucoup de sucre, on reçoit des patientes qui ont des hyperpigmentations au niveau du cou, au niveau des aisselles, au niveau des plis. Donc, on le voit, donc c'est des résistances à l'insuline. Déjà, c'est des femmes qui vont vieillir beaucoup plus rapidement que d'autres femmes. Parce que le sucre, c'est l'oxydation. L'oxydation, c'est le vieillissement. D'accord? Donc, ça se voit. Donc, nous sommes ce que nous mangeons. D'autres femmes qui sont plus sportives, elles ont un healthy lifestyle, on le voit. Déjà, physiquement, on le voit à première vue, et même au niveau de la qualité de peau, c'est une peau qui a moins de taches pigmentaires, c'est une peau qui est un petit peu moins relâchée. Donc, on arrive à voir que l'alimentation a une place primordiale. Et vous avez déjà suivi la même patiente, parce que bon, on n'a pas tous la même peau, mais la Ouais. même patiente, est-ce que vous l'avez déjà suivie et en fonction du régime qu'elle a eu, ça avait un impact sur sa peau? Ben oui, maintenant il y a les régimes qui sont anti-inflammatoires. Déjà, les femmes qui suivent des régimes qui sont anti-inflammatoires, elles le ressentent au niveau de leur peau. Déjà, elles séquestrent moins d'eau, donc elles n'ont pas le visage très bouffé au réveil. Elles sentent que leur peau est beaucoup plus jolie, elles ont beaucoup moins d'acné, elles ont moins de pigmentation, de pores dilatés. Donc à la longue, elles le ressentent avant même de passer aux injections.
On va passer à une section que j'adore sur Sens Ordonnance, c'est mythe ou réalité. En gros, je vais Ouais, donner des affirmations, vous allez me dire si c'est vrai ou faux, vous pouvez développer ou pas, comme vous OK. voulez, ok? Alors, le Botox, si on commence, on ne peut plus s'arrêter parce que les rides reviennent pire qu'avant. Non, c'est un mythe. Les fillers naturels, ça n'existe pas, c'est juste du marketing. Quand on dit un filler naturel, on peut dire que c'est le lipofilling. Ça veut dire qu'on prend la graisse du patient qui est autologue et on va la piquer. Parce que le filler, c'est tout fil. Donc naturel, peut-être que cette personne parle de lipofilling. Une bonne crème anti-rides fait la même chose qu'un filler. Jamais. Si on se fait injecter tôt, on vieillit moins vite. C'est vrai. C'est vrai pour les fillers aussi, parce que le Pour- Botox, oui. Oui, même pour le filler, parce que le filler, il fait un appel d'eau au niveau de la zone où il a été injecté. Donc, même la peau en regard, elle sera plus hydratée, de meilleure qualité. Les femmes chez qui on fait par exemple les pommettes, on voit que même la peau en regard des pommettes est beaucoup plus jolie. Le visage naturel après injection, c'est une illusion. Un médecin voit toujours la différence. J'ai pas Est-ce qu'un compris. médecin peut faire systématiquement la différence, enfin peut remarquer que quelqu'un a été injecté? Oui. Même quand c'est bien fait, on arrive à déceler ça. Les injections sont dangereuses chez les femmes enceintes ou allaitantes. On ne pique jamais les femmes enceintes par éthique. Le filler ne passe pas dans le placenta, ne passe pas dans le lait maternel, mais les femmes enceintes, on ne les pique jamais. Les célébrités marocaines qui disent qu'elles n'ont rien fait, est-ce que c'est possible? Oh là là, c'est Les un bon problèmes. sujet à débattre. Elles ont fait beaucoup de choses. Même des passantes chez qui on fait pas mal de choses, elles disent C'est naturel. ouais, c'est C'est la naturel, j'ai génétique. fait la génétique, j'ai mis un peu de crème, une crème à base d'acide hyaluronique, et ça a bien donné. Moi, j'ai une question. C'est sur les compléments alimentaires. Mhm. J'aimerais bien votre avis. C'est le collagène qu'on mange. Ah oui. Est-ce que, parce que j'ai trouvé aucune étude, moi, qui baquait le collagène qu'on mange, comme quoi ça pouvait aider les articulations, les rides, etc. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que spécialiste? D'accord, le collagène, normalement, au niveau de la peau, il doit être synthétisé. Même avec les injectables avec lesquels on travaille, comme l'acide polyel-lactique, l'hydroxyapatite de calcium, les polycaprolactones, tout ça, ce sont des substances qu'on injecte et qu'on appelle des stimulateurs de collagène. Donc, ils vont stimuler le fibroblast pour synthétiser le collagène. Donc, le collagène doit être synthétisé au niveau de la peau. Donc, on ne peut pas le boire pour l'avoir. Sinon, on aurait inventé des seringues pré-remplies, collagène injectable. Donc, le collagène doit être synthétisé. C'est des fibres qui sont synthétisées à partir des fibroblastes. Donc, il faut qu'on titille un petit peu les fibroblastes pour qu'ils régénèrent le collagène. Les compléments alimentaires à base de collagène, malheureusement, ça ne passe pas dans le corps. On finit par les pisser. Donc, à quoi bon? Donc, au lieu d'investir dans des compléments alimentaires à base de collagène, vaut mieux les piquer en tant que stimulateur de collagène quand on n'a pas de contre-indication à ça. On est aligné sur ce point. Par contre, on peut prendre d'autres compléments alimentaires qui sont excellents pour la peau, comme la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E et le sélénium. Et toujours chercher si on un bilan très très basique, si on a une anémie fériprive, si on a un manque de vitamine D, parce qu'il ne faut pas oublier que la vitamine D est très essentielle pour la peau, pour les fanères et pour plus de 600 interactions enzymatiques. Donc on a vraiment besoin de cette vitamine D. Et en même temps, chercher si on a des troubles thyroïdiens, des troubles hormonaux, parce que nous, en tant que Marocains et Marocaines, on a beaucoup de dysthyroïdie et qui nous empêche, qui nous empêche d'être en bonne santé. Et si vous aviez un seul message à faire passer à une femme qui s'apprête à se faire injecter, ça serait quoi? Un seul message Ouais, un message. Quel est? clé? Ouais, Less is more. c'est un très beau message, Ouais. c'est hyper bien dit. Ouais, il faut être minimaliste, mettre la quantité adéquate, améliorer, rester dans le naturel, rester authentique et apprécier la beauté, sa beauté personnelle. En fait, vous êtes un peu comme des artistes. Vous regardez la personne, vous voyez
son potentiel et vous essayez de le montrer de la façon la plus La simple plus possible. simple et la plus jolie possible. Les grosses lèvres, ce n'est pas joli parce que une lèvre, anatomiquement parlant, c'est une lèvre qui a un certain shaping, d'accord? Une certaine anatomie. Pourquoi la modifier? Trop remplir? Non. Parfois, on tombe à dans le contraire. C'est des femmes qui ont besoin d'un filler parce qu'elles sont trop maigries, parce qu'elles ont mis des injections pour perdre du poids, parce que parce qu'elles ont eu un événement attristant dans leur vie. Donc, il faut remplir des loges graisseuses pour ne pas garder le faciès squelettique. Elles ne veulent pas le faire parce qu'elles ont peur. Vous parlez d'injection pour perdre du poids, c'est hyper intéressant parce que, en gros, quand on se pique avec les nouvelles substances, les analogues du Du GLP-1, GLP-1, Ozempic and co, Ozempic, Mounjaro, ouais, on perd du gras de partout. de partout. Et il y a du gras qu'on ne doit pas perdre. D'ailleurs, vous avez dit, on peut faire même des injections de notre propre graisse pour garder la bonne shape. Donc vous traitez des patientes qui ont perdu du gras de zones, par exemple du visage, où elles n'auraient pas dû perdre. Ouais. Maintenant, on a une nouvelle entité qui s'appelle l'Ozempic Face. C'est des gens qui ont suivi des traitements à base des analogues de GLP-1 pour perdre du poids parce que oui, l'action est rapide, on n'a pas faim, on mange moins, on perd vite, mais il ne faut pas oublier que ces personnes-là perdent du gras sous-cutané. Et c'est un gras qui constitue une charpente au tissu. Donc en fin de traitement, les patientes ont un joli corps, bon, un petit peu relâché certes, mais plus fin, mais au niveau du visage, on a une perte du gras sous-cutané, on a une perte des loges graisseuses, donc on se retrouve avec des visages squelettiques, des visages tombants, des bajots, une peau qui est très très flasque, et ce n'est pas joli. Donc ces personnes-là, on les accompagne dès le premier jour. Peut-être, il se peut qu'on mette des stimulateurs de collagène en un premier temps pour améliorer la qualité de peau, comme ça on n'aura pas un relâchement à la fin du traitement à l'Ozempic ou au Mounjaro. Et en même temps, à chaque fois qu'on a une perte au niveau des loges graisseuses, on est là pour donner un substitut qui est l'acide hyaluronique pour garder le même faciès, un plus joli, avec un corps qui est plus fin. Donc c'est ça l'Ozempic Face. C'est très clair. Bon, en tout cas, merci beaucoup Merci d'être Camille, venu. merci Franchement, beaucoup. c'était un plaisir. Merci à toi, merci pour ton hospitalité. J'ai adoré le sujet. Donc, le filler, l'acide, surtout à base d'acide hyaluronique, le botox aussi. Il faut toujours être authentique. Less is more. Une jolie peau surtout. On n'a pas parlé de la peau, peut-être qu'il y aura d'autres intervenants qui vont parler de la qualité de peau. Donc, il faut être bien avec soi-même et bien avec les autres. Merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à vous qui nous écoutez. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas à le partager et on se retrouve très bientôt dans un autre épisode de Sans Ordonnance.